Bienvenue à La Supply, le podcast qui décrypte la logistique, les achats, leurs technologies et les tendances de la supply chain en France et à l'international. Avec Max Henry et ses invités, connectez-vous à l'avenir de la supply chain. Bienvenue à La Supply, le podcast qui décrypte la logistique, les achats, leurs technologies et les tendances de la supply chain en France et à l'international. Avec Max Henry et ses invités, connectez-vous à l'avenir de la supply chain. Alors, aujourd'hui, on commence avec un sujet essentiel, la durabilité dans les chaînes d'approvisionnement en Afrique. Le continent, grâce à ses ressources naturelles extraordinaires et son rôle stratégique dans le commerce mondial, a une opportunité unique de devenir un leader en matière de supply chain circulaire. Mais bien sûr, cela ne vient pas sans défi. Exactement, et les défis sont nombreux. La clé, c'est de transformer ces richesses brutes en opportunités durables pour les communautés locales, tout en répondant aux attentes des investisseurs qui veulent des pratiques responsables. C'est ici que le concept de l'économie circulaire entre en jeu. Oui, l'économie circulaire. Alors concrètement, c'est quoi ? Comment ça fonctionne dans le contexte africain ? L'économie circulaire, c'est un système où on réduit au maximum les déchets et où les ressources sont réutilisées aussi longtemps que possible. Par exemple, au lieu de consommer des matières premières et de jeter les résidus, on les recycle pour produire autre chose. En Afrique, ça peut permettre de diminuer les impacts environnementaux tout en renforçant les économies locales. Oui, c'est du gagnant-gagnant. Moins de pollution, plus de revenus pour les populations locales. Mais donne-nous un exemple concret, Anna. Comment ça marche sur le terrain ? Le secteur minier est un très bon cas d'étude. Prenons l'exemple au Burkina Faso. Là-bas, certaines mines adoptent des technologies d'extraction plus respectueuses de l'environnement. Non seulement ça réduit les polluants, comme les rejets toxiques dans les eaux, mais ça permet aussi de garantir des pratiques plus transparentes et responsables à travers des certifications éthiques, comme le RGMP. Ah, celui-là, je le connais. Et c'est justement ce type d'initiative qui rend le continent plus attractif aux investisseurs. Ils veulent voir des démarches sérieuses et mesurables, pas juste des promesses sur papier. Tout à fait. Ces pratiques responsables, elles ne servent pas seulement les entreprises, elles bénéficient également aux économies locales en créant des emplois et des infrastructures durables. C'est une manière de concilier performance économique et respect de l'environnement. Et c'est là qu'on voit tout le potentiel encore inexploité de l'Afrique. C'est un alignement parfait des intérêts économiques, écologiques et sociaux. Après avoir parlé des chaînes responsables et de leurs impacts positifs, intéressons-nous maintenant à deux autres piliers essentiels, le transport et la logistique. Ils jouent un rôle central dans toute supply chain et peuvent aussi devenir des acteurs clés de la durabilité. Par exemple, on observe en Afrique des innovations comme des flottes modernes ou des hubs écologiques. Que peux-tu nous dire à ce sujet, Anna ? Absolument. Prenons les hubs logistiques écologiques, par exemple. Certaines entreprises comme Bolloré Logistics construisent des entrepôts qui fonctionnent à l'énergie solaire, notamment au Ghana. Et ce n'est pas seulement pour réduire les coûts énergétiques, cela permet aussi d'optimiser la gestion des flux tout en diminuant l'empreinte carbone. Une solution doublement utile. Super intéressant. Et quand on parle de transport, des initiatives comme celle de DHL, avec leurs camions hybrides, ça a un impact réel ? Oui, tout à fait. Ces camions hybrides réduisent les émissions de CO2 tout en abaissant les coûts logistiques. L'exemple de DHL montre bien que même à grande échelle, on peut intégrer des véhicules plus durables. Et localement, ça crée aussi une opportunité pour les startups. Comme Kobo 360 au Nigeria. Eux, ils utilisent l'intelligence artificielle pour optimiser les itinéraires et mutualiser les transports. Ça réduit les kilomètres parcourus, donc la consommation de carburant, et en même temps, ça améliore les marges des transporteurs. Une solution qui profite à tout le monde. Exactement. Et je voudrais aussi mentionner Twiga Foods au Kenya. Ils ont mis en place un réseau logistique révolutionnaire pour acheminer les produits agricoles. Cela a permis de réduire les pertes post-récolte de 40%. Imagine l'impact que ça peut avoir sur les revenus des producteurs locaux. Waouh, c'est énorme. 40%, c'est presque la moitié des pertes évitées. Voilà pourquoi ces modèles de mutualisation et d'optimisation sont essentiels. Ils répondent à des besoins concrets
tout en inscrivant la logistique dans une logique plus durable. Et je crois que c'est justement ce type d'exemple qui montre que l'innovation technologique peut servir non seulement le secteur, mais aussi l'environnement et les communautés locales. En parlant de ces innovations inspirantes, cela me fait penser à une autre industrie où les enjeux de durabilité sont énormes, celle du bois. Anna, pourrais-tu nous expliquer ce qui se passe dans ce secteur ? Bien sûr, l'industrie du bois est un excellent exemple parce qu'elle subit de fortes pressions à la fois économiques et environnementales. Aujourd'hui, on voit émerger des initiatives comme la certification FSC ou PEFC qui garantissent une gestion durable des forêts. Au Cameroun et au Gabon, par exemple, certaines exploitations travaillent pour obtenir ces certifications. Cela assure que le bois est prélevé sans causer de déforestation excessive. Et concrètement, ça apporte quoi en termes d'impact ? On arrive vraiment à limiter les dégâts environnementaux ? Oui, clairement, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des innovations inspirantes, comme ce que fait Bois d'Afrique, une entreprise qui valorise les déchets de bois. Ces déchets, qui souvent étaient juste brûlés, sont maintenant utilisés pour fabriquer des panneaux ou des meubles écologiques. Cela réduit les pertes tout en créant de nouvelles opportunités économiques. Ah oui, c'est élégant comme solution. Et ça me fait penser à un autre secteur avec beaucoup de responsabilités, l'industrie pharmaceutique. Là aussi, c'est une grosse source de pollution, non ? Absolument. C'est un domaine qui doit faire face à la gestion des déchets toxiques, comme les solvants, ou encore au gaspillage des médicaments non utilisés. Mais justement, des initiatives commencent à émerger. Au Maroc, par exemple, certaines usines de fabrication de médicaments adoptent des procédés éco-responsables, conformes à des normes comme l'ISO 14001. Et en Afrique du Sud, le projet Green Pharma récupère les médicaments expirés pour les recycler ou les éliminer en toute sécurité. C'est intéressant. Alors, au-delà de la pollution, il y a aussi la question d'une production locale durable. La plupart des médicaments en Afrique sont encore importés, non ? Oui, plus de 70% sont importés. Encourager une production locale réduirait l'empreinte carbone liée au transport, et ça créerait des emplois. Les modèles comme celui d'Aspen Pharmacare en Afrique du Sud, qui récupèrent et réutilisent des solvants chimiques pour réduire les déchets toxiques, montrent que c'est faisable. Tout à fait, Anna. Ça prouve que même les industries les plus polluantes peuvent prendre une direction plus verte. Et le secteur minier, justement, il reste toujours sous les projecteurs pour son impact écologique. Oui, l'exploitation des mines reste un défi énorme, mais certaines initiatives montrent le chemin. Par exemple, au Burkina Faso, des mines utilisent déjà des technologies propres pour réduire les polluants. Les entreprises respectant des normes comme les RGMP garantissent aussi des pratiques plus éthiques. Et ça crée aussi de la confiance auprès des investisseurs, j'imagine. C'est là qu'on voit que durabilité et profit vont de pair. L'Afrique a vraiment cette chance de transformer ses défis en opportunités. Exactement. Avec des stratégies responsables, on peut limiter les impacts environnementaux tout en renforçant les communautés locales grâce aux emplois et même attirer des capitaux. Ces exemples nous rappellent que la durabilité n'est pas qu'une contrainte, c'est aussi une solution. Et je crois que c'est la meilleure note pour conclure, non ? Des solutions concrètes, des résultats mesurables. C'était un vrai plaisir d'explorer ces idées, Anna. Pareil pour moi, Max. Merci pour cet échange. Et pour nos auditeurs, je dirais simplement, chaque initiative compte. Continuons à construire des chaînes d'approvisionnement responsables. Sur ce, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Prenez soin de vous et à la prochaine.